À l'occasion de sa ressortie il y a maintenant 2 semaines, il était important pour moi de faire une vidéo sur le Live at Pompeii. Filmé en octobre 1971 dans les ruines antiques de l'amphithéâtre de Pompéi, ce concert capte l'essence même du groupe et les inscrit définitivement dans un mouvement appelé rock progressif. Cela symbolise leur musique et l'objectif que le groupe lui donne, une ambiance atmosphérique touchant même les fantômes d'une cité détruite pratiquement 2000 ans avant. Cette vidéo sera l'occasion pour moi de vous raconter l'histoire de ce concert mythique, de ce qui fait sa légende, et enfin de vous donner mon avis sur la ressortie en général, ainsi que de vous parler de mon expérience en IMAX quelques jours avant la sortie. Tout commence dans la première moitié de l'année 1971, lorsque le réalisateur écossais Adrian Maybon approche Steve O'Rourke et David Gilmour dans le but de réaliser un film avec le groupe. L'idée de Maybon vient d'un profond intérêt personnel de mélanger la musique de Pink Floyd avec des œuvres d'artistes comme René Magritte, Jean Tinguely et Giorgio De Chirico, entre autres. Pink Floyd, bien qu'ils aient déjà l'expérience d'un concert, en dehors d'une configuration classique, avec une émission d'1 heure dans les studios de la KQED-TV le 29 avril 1970, a décliné l'idée du réalisateur. Mais tout changea lorsque Maybon part en vacances à Naples au début de l'été. Lors d'une visite dans la ville de Pompéi, le réalisateur perd son passeport. Il retourne alors dans l'amphithéâtre qu'il a visité plus tôt dans la journée, et pendant qu'il marchait, il trouva alors que le silence et l'ambiance naturelle s'accorderaient parfaitement au son du groupe. Il avait aussi à l'esprit que le fait de filmer le groupe sans public serait une bonne réponse à des films de rock plus anciens comme Woodstock de Michael Wadley ou encore Gimme Shelter d'Albert et David Miles ainsi que Charlotte Sverin, qui accordent autant d'importance aux musiciens qu'aux spectateurs. Le groupe accepte finalement l'idée et le projet peut être mis sur pied. Maintenant, il ne reste plus qu'à convaincre les autorités locales de fermer l'amphithéâtre pour plusieurs jours. Et par chance, Adrian Maybon a trouvé le contact idéal. Le professeur Ugo Calputi, professeur à l'université de Naples, qui est lui-même fan de Pink Floyd, arrive à convaincre les autorités de fermer l'amphithéâtre pendant 6 jours en octobre afin de permettre au projet d'être mis en œuvre en échange d'une somme faramineuse. Le tournage débute le 4 octobre 1971. Afin de préparer Maybon pour des idées de plans pour le film, Steve O'Rourke envoie une démo de quelques morceaux qui seront tournés sur place. Il réussit sa préparation la veille du début au soir. Le choix des morceaux relevait surtout du groupe, mais en même temps qu'il pensait qu'inclure des morceaux provenant de leur nouvel album Medal serait le meilleur choix, Maybon eut également envie d'inclure des morceaux tels que Careful with That Axe Eugene et A Saucer Full of Secrets, qu'il voit comme de potentiels morceaux de qualité pour le film. Le groupe insista sur le fait de jouer en live, et non de faire du playback comme il a été proposé, et comme d'autres groupes pourraient le faire pour des clips. Pour cela, ils ramenèrent tout l'équipement qu'ils utilisent lors des tournées. Leur roadie Peter Watts, père de l'actrice Naomi Watts, suggéra que l'enregistreur 8 pistes permettrait d'avoir une qualité comparable à un enregistrement studio. En supplément de cela, l'écho naturel de l'amphithéâtre donne une bonne acoustique pour l'enregistrement. L'équipement fut transporté par camion depuis Londres et prit 3 jours pour atteindre Pompéi. Lorsque l'équipement arriva, un problème subsiste. Il n'y a pas assez de courant électrique pour que tout fonctionne correctement. Le problème impacta le tournage pour quelques jours, jusqu'au moment où il fut résolu à l'aide d'un câble de 750 mètres reliant l'équipement à la mairie de la ville. Les morceaux à être joués sur place sont Echoes, Saucer Full of Secrets et One of These Days, qui ont été tournés du 4 au 7 octobre 1971. Les premiers plans filmés à Pompéi sont des plans du groupe marchant dans la commune de Bosco Reale, ainsi que des plans de boue volcanique, pouvant être aperçus à certains moments pendant Echoes et Careful with That Axe Eugene. Pour ce qui est des performances live, le groupe enregistrait des portions de morceaux sous forme de sections, qui étaient ensuite réunies. Après chaque prise, le groupe écoutait le rendu avec des casques. Maybon ferma toutes les entrées de l'amphithéâtre, mais quelques enfants ont réussi à s'infiltrer dans l'enceinte et à regarder le tournage discrètement au loin, comme l'on peut voir sur ces photos. Les autres morceaux, Careful with That Axe Eugene, Set the Controls for the Heart of the Sun et Mademoiselle Nobs,
ont été filmés au studio Europa Sonore de Paris du 13 au 20 décembre. Les plans peuvent être distingués de ceux de Pompéi par la présence de nombreux spots lumineux juste derrière le groupe, mais aussi par le fait que Richard Wright ne porte pas de barbe. Pour coller au thème du travail effectué à Pompéi, les plans tournés à Bosco Reale, des images d'archives de cascades, de volcans et de lave, des mosaïques ainsi que des dessins de l'époque romaine provenant du musée archéologique national de Naples ont été ajoutés aux plans tournés à Paris. Afin d'accompagner les images de Pompéi, Adrian Mayben a aussi tourné des plans en transflex, c'est-à-dire des plans avec des projections défilant derrière le groupe. Le réalisateur et le groupe n'étaient pas satisfaits de ces plans, mais leur inclusion était obligatoire, étant donné que le réalisateur manquait de temps et d'argent. Pendant le tournage, le groupe suggéra qu'il aimerait bien tourner une performance d'un court morceau de blues avec un chien qui chante, dans le style de Seamus, paru sur leur dernier album Medal. Mayben connaissait Madonna Buglione, la fille du directeur de cirque Joseph Buglione, qui était connue pour marcher dans Paris avec une chienne appelée Nobs. De ce fait, Nobs a été invité dans le studio où les séquences pour Mademoiselle Nobs ont été tournées. Dû à des problèmes financiers, Mayben dut faire une partie du montage chez lui. Il regretta d'avoir fait ça, estimant qu'il était important pour lui de séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, mais à l'époque, il n'avait pas le choix. L'avant-première originale du film eut lieu le 2 septembre 1972 au Festival international du film d'Édimbourg. Le film dure 1 heure, avec les performances live uniquement. Une avant-première devait se tenir au Rainbow Theatre de Londres le 25 novembre 1972, mais elle a été annulée à la dernière minute par le propriétaire de la salle, Rank Strand, comme il n'avait pas un certificat du British Board of Film Censor, et aussi car la salle pouvait être considérée comme une concurrente au cinéma aux alentours. Cependant, un seul problème subsiste. Mayben trouve que le film est trop court. Au début de l'année 1973, alors que le réalisateur pêchait à la mouche avec Roger Waters, il suggéra l'idée d'améliorer le film en les regardant travailler en studio. De ce fait, Adrian Mayben est invité au studio Abbey Road avec une petite équipe utilisant une seule caméra 35 mm afin de filmer une partie des sessions de The Dark Side of the Moon, ainsi que des interviews des membres du groupe et des plans du groupe mangeant et bavardant à la cafétéria des studios, donnant des séquences légendaires comme celle-ci. I don't care what bit I get. 1 without crust. This is do something. Yes, sir. Could you go up there and get another apple pie with ice cream and no crust? Most people think of us as a very drug-oriented group. Of course we're not. You can trust us. Parmi les morceaux filmés pendant les sessions, on retrouve On the Run, Us and Them, Brain Damage ainsi que Eclipse. À travers les séquences tournées à Abbey Road, on peut ressentir une certaine proximité avec le groupe tout en voyant les prémices de leur album le plus légendaire. Avec les séquences à Abbey Road, le film dure désormais 1h20. L'ordre du film se déroule comme ceci. L'intro, Echoes Part 1, la version alternative d'On the Run, Careful with That Ice Eugene, A Saucer Full of Secrets, Us and Them et Eclipse, One of These Days, Set the Controls for the Heart of the Sun, la version alternative de Brain Damage, Mademoiselle Nobs, ainsi que Echoes Part 2. L'avant-première de cette version a lieu au Théâtre Alouette de Montréal le 10 novembre 1973. Elle est organisée par les sociétés George Ritter Films et Mutual Film. Au Canada, ce fut un succès financier et selon Billboard, le film a tellement bien marché lors de sa première semaine à Montréal que le nombre de commandes de copies du film a doublé au Canada. Bien que le projet soit initialement destiné à la télévision et chapeauté par 3 sociétés de production, Bayerischer Rundfunk, l'ORTF et la RTBF, il bénéficie finalement d'une sortie au cinéma, sans doute pour toucher un plus large public. En France, le film sort au printemps 1973, mais je n'ai pu trouver aucune statistique concernant les projections françaises. Pour ce qui est de la sortie américaine du film, la société April Fool's Films, basée à Cincinnati, se charge de financer et de distribuer le film. Les projections avancées ont lieu en avril 1974, avant même des sorties dans d'autres parties du pays durant l'été, parfois accompagnées d'un mix quadriphonique exclusif. Vers octobre 1974, le film aurait déjà rapporté autour de 2 millions de dollars. Selon Nick Mason, le film n'a pas eu de succès financier malgré le fait que Mayben dise le contraire. Malheureusement, le film a souffert du fait d'être éclipsé par la sortie de The Dark Side of the Moon. Pour ce qui est des avis sur le film au Festival d'Édimbourg, Mayben en est globalement satisfait, à l'exception d'un critique de cinéma de New York,
décrivant le film comme une fourmi rampant autour des grands trésors de Pompéi. Dans sa critique de la sortie du film en 1974, Audience a considéré le film comme une belle production visuelle. Le Hollywood Reporter l'a qualifié de concept entièrement structuré qui se suffit à lui-même, bien au-delà de sa fonction d'enregistrement d'un concert de rock en direct. Gene Siskel du Chicago Tribune a donné au film 3 étoiles sur 4 et a écrit « Les interviews de Pink Floyd sont trop éparses pour avoir une quelconque importance. Il nous reste que la musique, qui est extrêmement bonne. » De son côté, Billboard n'était pas très enthousiaste à l'égard de la sortie du film en 1974, estimant qu'il était daté et déclarait que le film était terne, sans imagination et bidon, et qu'il ne rendait pas justice à la vision de Pink Floyd. Lawrence Van Gelder, du New York Times, a qualifié le film d'article de magazine de fans déguisé en film, avec beaucoup de gros plans sur ses héros et un intervieweur hors champ qui pose de temps en temps une question ou fait un commentaire sur leur équipement ou leur comptabilité et se contente de ce qu'on lui dit. Cependant, des critiques plus récentes ont été favorables. Billboard a fait une critique d'une version vidéo en 1984 et à cette occasion, Faye Zuckerman, bien qu'elle n'ait pas particulièrement apprécié les séquences dans la cantine d'Abbey Road, a déclaré que le film était largement supérieur à la plupart des autres films de concert. Dans une critique de l'édition Director's Cut, Richie Unterberger a déclaré que le film avait une cinématographie de premier ordre et était indéniablement impressionnant, tandis que Peter Marsh, dans une critique pour la BBC, a déclaré qu'il s'agissait de son film de concert préféré de tous les temps, bien que ses opinions sur les nouvelles images générées par ordinateur aient été mitigées. Le film est sorti sur plusieurs supports vidéo. Il est sorti en VHS en 1981, en Laserdisc en 1982 et en DVD version Director's Cut en 2003. Concernant cette dernière version, elle est plus longue de 10 minutes que la version de 1974, inclut des images de synthèse franchement pas terribles, coupe une partie de l'image afin que le film passe en format 16 neuvième au lieu du 4 tiers original, inclut des interviews et du plan du groupe mangeant et bavardant au studio Europa Sonore en noir et blanc, et présente un audio relativement atroce et augmenté d'un demi-ton. Après la déception du Director's Cut de 2003, les fans se mettaient à espérer une nouvelle vie pour ce film. Lorsque le coffret The Early Years 1965-1972 est sorti, l'expérience était grande. L'image était revenue à son ratio d'origine, mais la qualité n'avait pas grandement changé, et l'audio était juste inaudible. Certes, il était plus clair que la version originale, mais le mix était beaucoup trop penché sur les aigus, ce qui le rendait sifflant et ce qui le faisait devenir une torture auditive. J'en garde un souvenir relativement mitigé, bien qu'elle était ma version go-to lorsque j'écoutais encore fréquemment de la musique sur Spotify. Le 11 janvier 2025, Sony a publié un clip présentant les futures sorties de 2025 sur YouTube. Dans ce clip, un extrait d'une seconde d'un live at Pompeii visiblement remis au goût du jour était visible. Juste après, sur le forum Raving and Drooling, il a été dit ceci. D'après une conversation avec Paul Lawsby ce matin, il y aura une version Blu-ray du live at Pompeii dont la sortie via Sony est prévue en mai 2025. Espérons qu'ils n'utilisent pas le montage du Director's Cut et qu'ils feront un vrai mastering du mix surround, étant donné que celui dans le coffret Early Years était atroce. Des projections ont été annoncées le 20 février par la chaîne américaine de cinéma Cinemark avec cette description. La nouvelle version restaurée en 4K, scannée à partir des négatifs originaux, présente la première version d'1 heure et demie, combinant le concert original d'1 heure avec des segments documentaires additionnels au studio Abbey Road, couvrant les sessions d'enregistrement de l'album The Dark Side of the Moon. Le concert enregistré dans l'amphithéâtre inclut des performances de morceaux exceptionnels, tels qu'Echoes et One of These Days, ainsi que de tubes plus anciens comme Set the Controls for the Heart of the Sun et A Saucer Full of Secrets. Il inclut aussi un tout nouveau remix audio fait par Steven Wilson de Porcupine Tree, préservant l'authenticité et l'esprit de l'enregistrement original. Le 25 février, l'album est sorti en précommande sur Spotify et Apple Music, avec en prime une version éditée de Echoes Part 1. Il est également annoncé que l'album devrait sortir le 2 mai. Un premier aperçu vidéo du concert est mis en ligne de manière non répertoriée le lendemain à 9h du matin heure française, avec la version éditée du même single, sortie sur les plateformes la veille. Le jour même, j'avais publié une vidéo en vous expliquant l'annonce ainsi que mes attentes au niveau de cette ressortie tant attendue. Le 28 février, un nouveau teaser sort. Cette fois, il s'agit d'un teaser de 30 secondes du début de Careful with That Axe Eugene.
Le trailer sort ensuite le 5 mars, à l'heure indiquée sur le site du groupe, afin de réserver les tickets pour des projections limitées entre le 24 et le 28 avril. De mon côté, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des tickets pour une séance le 28 avril à 20h en IMAX au cinéma Pathé de Valenciennes. Je vous parlerai brièvement de la séance juste après. Le 14 mars sort le premier teaser dédié à Abbey Road avec la version alternative de On the Run, suivie par une outtake de Brain Damage la semaine d'après. Vient ensuite le climax de One of These Days, le solo atmosphérique de clavier sur set de controls for the Heart of the Sun, la version complète de One of These Days, une partie de l'interview à Abbey Road ainsi qu'une partie de la fin de So Full of Secrets. Enfin, le 2 mai, l'album et le film sortent en format physique. Le Live at Pompeii sort officiellement en double vinyle, double CD, Blu-ray et DVD. À part le DVD, c'est la première fois que le Live at Pompeii connaît une sortie officielle en physique. Jusqu'à là, il ne s'agissait que de bootleg. Dans les versions audio uniquement, on ne retrouve pas que le concert originel, mais on retrouve aussi 2 outtakes. Ces 2 outtakes sont une version alternative de Carefully That Acts Eugene et une version non éditée de So Full of Secrets. Il faut savoir que je plaçais beaucoup d'attentes en cette édition de Pompéi après la déception qu'a été la version de 2016. Dès que j'ai pu entendre la version éditée de Echoes Part 1, je savais tout de suite à quoi m'attendre. La meilleure version du concert que j'ai pu entendre, toutes éditions confondues. Le mix renvoie absolument à ce que l'on peut attendre, de l'énergie du groupe et de l'ambiance de chacun des morceaux. Concernant la séance IMAX, je n'ai pas été déçu une seule seconde. L'atmosphère était incroyable. L'expérience visuelle et sonore était saisissante. Le fait de voir le film dans ces conditions m'a fait sentir vraiment proche d'eux, comme si j'assistais moi-même au tournage. On sentait vraiment que le film avait besoin d'un nouveau souffle, et toutes les conditions ont été respectées. Pour moi, c'est l'édition définitive que le film méritait d'avoir. Il est juste bien dommage que cela ait pris autant de temps. Mais Steven Wilson a fait en sorte à ce que cela ait valu le coup d'attendre, car il n'y a tout simplement aucun défaut réel, si ce n'est la mauvaise répartition du volume sur les canaux dans le mix Atmos. Pour pouvoir pleinement profiter de chaque canal sur le mix Atmos, j'utilise Audacity afin de pouvoir découvrir chaque petite subtilité dans le mix. Mais mis à part ça, les instruments paraissent tout de suite plus naturels, rien n'est enfoui dans le mix. La batterie de Nick Mason est d'une clarté saisissante, tout comme la basse de Roger Waters, qui était jusqu'à là relativement enterrée dans le mix. Pour la première sortie de Pink Floyd chez Sony, c'est un grand oui, et j'attends de grandes choses à venir dans les temps futurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire, et aussi vous abonner à mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour un nouvel épisode.